Le président de la République. Bonjour à vous. Bonjour, pardon, je suis là. Monsieur le président de la République, Mesdames, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le président du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs, chers amis, merci à tous d'être là aujourd'hui pour ces travaux d'Aigleton, pour l'inauguration de ces 5 ans de travaux d'Aigleton. Et surtout, merci, Monsieur le Président, d'être à nouveau parmi nous. Ça montre votre attachement pour les travaux publics, pour Aigleton, et puis pour la formation, dont nous allons parler ce soir. Alors, vous avez souhaité qu'il n'y ait pas de long discours, ça tombe bien, que nous ayons un échange avec la salle. Et si vous me le permettez, je vais donc poser la première question. Ça va donner l'occasion à notre auditoire de réfléchir, pour ceux qui n'ont pas encore réfléchi. Car vous êtes aujourd'hui, vous le savez, à Aigleton, cette école d'excellence. On en parle souvent, c'est le navire amiral de notre profession. Je devrais dire que c'est une success story qui, me semble-t-il, est liée à plusieurs points. D'abord parce que nous avons ici, je pense, une certaine vision de notre profession, de l'ambition, c'est certain, et beaucoup de passion. Je crois que quand vous voyez les élèves qui sont ici, les professeurs, les entrepreneurs qui nous côtoient, vous n'avez que des gens passionnés, et je crois que c'est une des clés de la réussite. Mais ça ne suffit pas. Ce qui est important également, c'est que la profession, tout au long de l'année, tout au long de ces 75 ans quasiment, a été là, auprès de l'école, auprès des élèves, pour expliquer quels sont les besoins de notre profession. Et c'est extrêmement important d'avoir une école qui réagit en permanence aux besoins d'une profession qui évolue. Et d'ailleurs, ne nous trompons pas, quand on regarde les résultats, quand on regarde les propositions d'embauche, on est quasiment à 3, 2,6 exactement, propositions pour chaque élève. Je crois que c'est unique. Et donc ma question sera très simple. Vous allez porter dans quelques semaines, mois, nous verrons avec vos ministres, une réforme sur la formation, ambitieuse probablement. Et dans cette réforme, ne pouvez-vous pas vous inspirer de ce qui se fait ici à Aigleton, ou en tous les cas, comment porter et comment être sûr que les formations vont être en adéquation avec les besoins des entreprises, ce qui est vital aujourd'hui et surtout vital demain pour tous les jeunes qui sont ici. Bonjour et merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis. Je le disais tout à l'heure, je suis d'abord très heureux d'être avec vous à nouveau aujourd'hui parce que j'ai vu Aigleton déjà. L'excellence du modèle, l'enthousiasme qu'il y a derrière, à la fois les jeunes et les familles. C'est aussi pour ça que je souhaitais qu'on puisse venir vous revoir, ce qui, je rassure le président du conseil départemental, ne vaut pas déplacement en Corrèze. On va accorder un statut d'extraterritorialité quelques instants à Aigleton. Mais ce qui, je pense, était significatif parce que je voulais aujourd'hui que nous puissions lancer une nouvelle phase de l'action que le gouvernement aura à conduire. Il y a eu une phase importante de transformation du Code du travail. Il y a une réorientation importante de nos finances publiques avec le budget vers l'investissement dans les personnes, vers l'investissement dans la transformation des entreprises. C'est tout le sens de ce budget. Si je parle à des entrepreneurs ou à des élèves qui se destinent à la vie économique, en gros, ce qu'on veut faire pour le pays, c'est réduire les dépenses courantes pour pouvoir mieux investir dans l'investissement et l'avenir, dans la formation des personnes, des entreprises et donc l'avenir. C'est ça
l'esprit de ce budget. Mais il faut ouvrir une nouvelle page avec la formation, l'apprentissage, la formation continue et la formation professionnelle, qui vient compléter ce que le ministre a lancé sur l'éducation nationale, qui est, si je puis dire, la partie protégée des engagements que j'ai pris. Elle dit libérer et protéger. On a libéré, mais il faut aussi protéger. Et protéger vraiment les personnes dans un monde en changement, en bascule profonde, ça n'est pas dire aux gens, quoi qu'il advienne, je vais protéger votre emploi. Beaucoup qui sont là dans la salle le savent. On connaît à quelques kilomètres d'ici la situation de GMS. Il y a des situations où on ne peut pas protéger tous les emplois. On s'est battu pour protéger le maximum d'emplois, mais c'est une mauvaise politique quand on dit « je vais protéger tous les emplois, y compris ceux qui n'ont plus de destin économique, ceux qui ne trouvent plus ou de clients ou d'avenir ». Protéger vraiment les personnes, ce n'est pas leur faire des promesses en l'air ou des mensonges. C'est s'engager à ce qu'ils aient la formation, qu'ils puissent être requalifiés pour trouver des emplois d'aujourd'hui et de demain. Et donc, protéger vraiment nos concitoyens, ça n'est pas donner de l'argent, ça n'est pas dire des mensonges, ça n'est pas leur dire « je vais vous protéger du changement du monde », c'est leur donner les moyens de trouver leur place dans ce changement du monde. Et pour moi, la formation continue, l'apprentissage, l'alternance, ce qui est fait justement dans cet établissement, est au cœur de cette bataille. D'abord parce que vous formez des jeunes qui auront à prendre une place dans l'entreprise. On l'a vu ici, qu'ils sortent du CAP, du bac pro, qu'ils aillent au BTS ou qu'ensuite d'ailleurs ils aillent dans le supérieur. Vous formez aussi dans ce partenariat que justement a su construire ce site avec l'AFPA, l'université, le lycée, des femmes et des hommes qui auront des transitions professionnelles à vivre. Et donc, nous devons être collectivement beaucoup plus efficaces dans cette bataille. Parce que les métiers sont en train de changer, parce qu'il y a aujourd'hui des secteurs qui sont en tension, où on ne forme pas assez de jeunes, mais où il y a des perspectives, et les métiers des travaux publics en sont. Donc il faut les valoriser, il faut expliquer qu'il y a des perspectives. On parlait tout à l'heure avec le président de la région d'une situation à quelques kilomètres d'ici, au nord du département Constellium à Ussel. Il y a des offres d'emploi. Il y a des offres d'emploi qui iraient même pour celles et ceux qui viennent d'être licenciés chez GMS. Et donc, la bonne politique, ce n'est pas d'aller savoir s'il faut payer X ou Y d'extra-légal, c'est de tout faire pour qu'ils soient formés s'il y a besoin, ou qu'ils puissent trouver les emplois à Ussel, chez Constellium. Et partout sur notre territoire, on a des secteurs en développement qui ont besoin de qualifications. Et donc la bataille de chacune des branches, c'est de former des jeunes ou des moins jeunes pour qu'ils puissent justement trouver un avenir. Et ici, je le dis aux jeunes qui sont là, plus de 80% d'entre vous trouvent dans les 6 mois un emploi. Et le président le disait à l'instant, il y a un nombre d'offres d'emploi pour les jeunes en sortie qui est considérable et bien supérieur à certaines filières universitaires ou parfois par conformisme, parce qu'on ne sait pas organiser, parce qu'on ne sait pas construire proprement l'orientation. On a emmené des jeunes qui n'étaient pas faits pour la dite filière, ils vont passer 1 an, 2 ans, 3 ans, il y aura très peu de perspectives d'emploi, et à la fin des fins, le combat pour l'autonomie du jeune comme pour l'emploi sera perdu. Donc cette bataille pour l'apprentissage, la formation continue, elle est essentielle pour vraiment protéger. C'est celle que nous lançons aujourd'hui. C'est celle que nous voulons concerter avec les régions qui seront des acteurs essentiels, en particulier de la formation continue et de la formation professionnelle. Et c'est celle que nous voulons lancer avec les branches professionnelles. Et quand vous dites « inspirez-vous du modèle », c'est simple. Il va falloir qu'on fasse plein de petites révolutions, qu'on s'organise mieux collectivement pour justement avoir une stratégie au niveau de la nation qui consiste à dire on oriente plutôt les gens vers les bonnes formations. Ensuite, il faut qu'on passe d'un modèle qui est un modèle, si je puis dire, administré de la formation, où il y a beaucoup trop d'acteurs. On a plus de 75 000 acteurs d'offres de formation dans le pays. C'est ridicule. Qui n'est jamais évalué, à un système qui passe par la qualité, mais où la qualité est jugée par celles et ceux qui, justement, ont recours à ces systèmes, c'est-à-dire celles et ceux qui sont formés. Aujourd'hui, notre système n'est pas évalué. Le système de formation, on ne demande jamais aux jeunes s'il est bon ou mauvais, on ne demande jamais à leurs parents, on ne demande jamais aux entreprises du secteur. Donc, nous devons
aller vers un système qui est beaucoup plus tiré par la qualité, qu'on évalue de manière transparente, qu'on simplifie, où on va avoir des formations académiques où l'éducation nationale a un rôle fondamental à jouer avec l'enseignement supérieur, et je laisserai le ministre dire quelques mots, mais où on a aussi les branches professionnelles qui, dans l'élaboration des enseignements, auront un rôle central, bien supérieur à ce qu'elles ont aujourd'hui. Et où sur, en particulier, la formation continue, les régions auront un rôle clé, parce qu'elles sont ces acteurs de la transformation, qu'elles sont en interface avec les entreprises, les ETI, le développement d'entreprises. Le président Roussel le sait bien, et qu'il est essentiel qu'avec Pôle emploi et tous les acteurs de cette transformation, on joue avec les régions, et qu'elles soient, en quelque sorte, l'acteur clé pour nous de la transformation qui passe par le plan d'investissement. Et le grand plan d'investissement qu'a présenté le Premier ministre, vous l'avez vu, il y aura 15 milliards pour les jeunes, les chômeurs de longue durée et les peu qualifiés dans notre pays. Il y aura un partenariat très structurant sur ce volet-là avec les régions, parce qu'il est essentiel qu'on puisse là aussi mieux piloter sur le terrain cette transformation. On devra former les plus jeunes que vous êtes dans cette salle et les former en les orientant bien. Ce sera un des défis aussi de l'éducation nationale. Et en valorisant les filières. Et moi, je le redis ici, les filières d'alternance, d'apprentissage sont des filières d'excellence qui permettent des débouchés. Et il faut arrêter aujourd'hui de conduire nos jeunes dans les filières qui sont toujours les mêmes, qui ne correspondent pas à leur goût, qui correspondent à une forme de conformisme mais qui est d'un autre âge et qui ne permettent pas d'avoir de débouchés. Donc là, on donnera la vérité des prix en expliquant ce qu'on a à la fin de la formation. Mais il faut aussi qu'on forme tout au long de la vie. Et je veux qu'on se mette dans la tête cette idée de changement profond, c'est qu'on n'est pas formé pour toute la vie dans le monde d'aujourd'hui à 18, 19 ou 20 ans. C'est terminé. Parce que dans tous vos secteurs, y compris vos métiers, à 40, 45 ans, on va devoir être reformé. Et aujourd'hui, notre système n'est pas bon pour ce faire. On forme très peu les chômeurs, très peu les peu qualifiés. On forme parfois trop des gens qui sont déjà bien qualifiés dans des entreprises où ils ont la certitude de l'emploi. Et même les comptes personnels de formation qui ont été créés, ils ne sont pas calibrés au bon niveau. En 8 ans d'ancienneté, vous allez acquérir, je parle sous le contrôle de la ministre, 150 heures de droit. Une formation qualifiante, je parle sous le contrôle des professionnels, c'est 400 à 500 heures. Ça veut dire que je fais 10 ans dans la banque, au guichet, et on sait que dans les années à venir, c'est des métiers qui vont être bousculés par le numérique. S'il faut que je me réoriente vers un métier du BTP ou de la chaudronnerie ou de l'énergie, j'aurai besoin de 400 à 500 heures de formation. Le système ne permet pas de le financer. Et donc ça aussi, il va falloir qu'on le change. Parce que dans le logiciel collectif, il va falloir que tout le monde comprenne que ce qu'on doit à quelqu'un qui perd son emploi à 40, 45, 50 ans, ça n'est pas le droit d'être chômeur ou d'être aux minima sociaux à vie. C'est le droit d'être protégé, mais surtout d'être reformé pour trouver dignement sa place. C'est ça la page qu'on ouvre aujourd'hui, qu'on ouvre chez vous. Et si vous le permettez, je souhaiterais que peut-être la ministre et le ministre puissent dire quelques mots de la philosophie qui sera la leur, et en insistant pour ma part sur une fierté, c'est que non seulement je viens aujourd'hui chez vous, dans une école et un écosystème exemplaire, parce qu'ici à Égletons en Corrèze, vous faites un travail formidable, ce qui fait que c'est le haut lieu des travaux publics pour tout le pays. On le fait dans une région dynamique où il y a un président qui a toujours pris ses responsabilités pour mener ces transformations. Et je le fais avec 2 membres du gouvernement d'Édouard Philippe qui travaillent main dans la main et qui ont la même vision des choses. Je me dis que tout ça, c'est suffisamment inédit pour qu'on réussisse cette bataille. Alors, Madame le ministre, Monsieur le ministre, expliquez en quelques mots ce que vous allez faire dans les prochains mois. Alors, vous avez compris, avec Jean-Michel Blanquer, on est un binôme. C'est comme ça qu'on se définit. On a beaucoup, et avec notre collègue Frédéric Vidal aussi, sur l'enseignement supérieur, on travaille beaucoup ensemble. On va travailler avec les régions et avec les branches, avec les partenaires sociaux, parce que le défi d'aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois une chance, une opportunité et un risque. On a d'abord une chance et une opportunité. Avec la croissance qui repart, qui est robuste, on a énormément, alors c'est un problème, les métiers en tension, mais on a la chance d'avoir des tas de domaines, des branches, des territoires où on cherche aujourd'hui des jeunes, des moins jeunes, qui ont une formation, une qualification. Donc c'est une chance, parce que tout ce qu'on va pouvoir
faire en changeant d'échelle, en changeant de qualité dans la formation, qu'elle soit initiale ou continue, ça va permettre des débouchés. Aujourd'hui, on voit très bien que le niveau de chômage est directement lié au niveau de qualification. À Bac plus 2 et plus, il y a 5% de chômage. Sans qualification, il y a 19% de chômage. Voilà. Donc aujourd'hui, si on veut qu'un jeune, un salarié, un demandeur d'emploi puisse finalement être maître de sa vie professionnelle, puisse avoir la capacité à choisir, à construire sa vie professionnelle tout au long de la vie, la clé, c'est la formation, la qualification, une formation de qualité qui corresponde aux besoins des entreprises et des branches. Ça paraît simple à dire, et pour ça, on a besoin de se remettre tous sous tension positive, qui est de mieux organiser tout ça, pour que ce qu'on voit aussi aujourd'hui, qui est à la fois sous statut scolaire, à la fois en apprentissage, à la fois en formation continue, ça permette cette chance à tous de saisir ces opportunités et aux entreprises d'avoir le capital humain dont elles ont besoin pour être compétitives et pour prendre des marchés. Donc pour ça, nous allons commencer une concertation sur ce sujet dans quelques jours. C'est le président de la République qui l'ouvrira le 12 octobre en recevant les partenaires sociaux. Puis avec le Premier ministre, nous recevrons les partenaires sociaux, les régions, et nous commencerons des groupes de travail là-dessus. Le but est d'aboutir à des propositions ambitieuses, d'ampleur, à la hauteur des attentes des familles, des jeunes, des demandeurs d'emploi et des salariés. Car il faut bien se dire que, je terminerai là-dessus, on sait maintenant que 50% des emplois seront profondément transformés dans les 10 années qui viennent. Si nous saisissons à fond et collectivement cette chance de permettre à chacun de se former et de continuer sa formation, on a besoin de gens au niveau CAP, Bac Pro, BTS, ingénieur, on a besoin de gens à tous les niveaux. Eh bien, à ce moment-là, on va réussir quelque chose qui est à la fois bon pour la compétitivité, mais qui est aussi en termes de protection personnelle par rapport au chômage, car la première sécurité, c'est la compétence, et puis de liberté de choisir sa vie professionnelle peut être un vrai plus. Et donc tout ça fera l'objet de concertations qui devraient aboutir en début d'année sur une proposition de loi sur la sécurisation des parcours professionnels, formation professionnelle, apprentissage, assurance chômage, qui sera débattue au printemps 2018 au Parlement. Bien, moi, je voudrais partir d'Égletons pour finalement expliquer tout ce que l'on va faire et qui est évidemment, comme vous l'avez bien compris, en convergence totale entre le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation nationale. D'abord, ici, on est dans un lieu formidable, un lieu qui fait envie, et au passage, d'ailleurs, dans un département très rural, ce qui montre qu'on peut aller à la reconquête de certains territoires et les rendre attractifs à partir de thématiques, à partir d'innovations. Et ici, on a un magnifique exemple de choses que l'on veut faire dans cette philosophie. Donc un lieu formidable. Une thématique qui fait envie. Vous avez réussi, grâce à la fédération, grâce à l'action de tous les acteurs ici présents, à rénover l'image de votre domaine, à faire que les élèves qui sont là et tous ceux qui sont sur ce campus ont eu envie de venir, de s'orienter vers ici. Une orientation efficace avec le président et la ministre du Travail. On a interrogé les élèves pour demander mais finalement comment vous êtes venus ici. Vous avez été bien informés et vous venez de toute la France sur un campus comme celui-ci. Un internat, c'est important de le souligner parce que très souvent, en matière d'enseignement professionnel, on a besoin d'équipements de ce type. Et puis, bien entendu, un lien avec la branche professionnelle concernée, comme vient de le dire la ministre du Travail. Tous ces éléments sont des éléments clés. Dans le futur, nous voulons campus, eh bien, national, je crois que c'est important. À tout scolaire, ce qui serait l'apprentissage. Passer d'une chose à l'autre. Des solutions que l'on
encore vers d'autres formes. Élément de pragmatisme, c'est large et nous allons dans le forme du baccalauréat. Sera fait dans le domaine de que c'était les réponses à la première question. Et donc, nous avons quelques questions et nous avons beaucoup de jeunes. Alors, je sais qu'il y a 2-3 jeunes qui avaient des questions à vous poser et nous en avons un à droite. Alors, il y a un micro normalement qui est ici. Alors, un là, alors, commencez à gauche, après à droite, peu importe. Si le micro marche. Bonjour. Alors, quand j'étais au collège, j'ai commencé à dire que je voulais être conducteur d'engin. Et au collège, on m'a tout fait pour m'en empêcher. Et je voulais savoir si vous pouvez changer ça. Qui a essayé de vous empêcher? Ah. Alors, je vais en 2 mots, et je donnerai la parole au ministre de l'Éducation nationale. Le premier sujet sur à la fois certains métiers et certaines filières, c'est qu'il y a des a priori. Parfois les enseignants, d'autres fois les conseils en orientation, souvent les familles pensent que ce n'est pas une bonne idée d'aller vers tel ou tel métier ou d'aller vers telle ou telle filière. Parce qu'on a une idée qui est faussée. D'abord parce qu'on a mis dans la tête de tout le monde l'idée qu'il fallait que tout le monde ait un bac général. Si on n'allait pas vers le bac général, c'était forcément un drame. Et ensuite, qu'après le bac général, il fallait forcément que tout le monde aille à l'université. Et on se retrouve avec un problème dont vous avez entendu parler, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des milliers et des milliers de jeunes qui rentrent dans des filières universitaires sans savoir ce qu'ils vont y faire, sans y avoir le goût, et qu'un nombre considérable vont abandonner durant la première année ou les 2 premières années. Et donc, ils prennent des places d'ailleurs d'autres. C'est un gâchis pour eux et pour la collectivité. Et puis, beaucoup vont aller même au bout sans avoir de diplôme. Bon. Donc, tout ça n'est pas bon. C'est encore une fois un gâchis personnel et collectif. Donc, la bataille pour l'orientation, elle est fondamentale, mais c'est une bataille qui a deux dimensions. Elle est culturelle et organisationnelle. Elle est culturelle parce qu'elle suppose de casser des a priori. Et c'est un peu ce qu'on vient faire en lançant tout ça ici aujourd'hui. Il y a des tas de métiers qui permettent des débouchés aux jeunes et qui permettent de bien gagner sa vie. Et donc, il y a des tas de métiers où on rentre par un CAP qui permettront de mieux gagner sa vie parfois que des métiers après une licence universitaire. Surtout, on y accède plus sûrement, on a plus d'offres d'emploi et on a une meilleure rémunération à la fin. Bon. Et c'est vrai d'ailleurs dans le secteur que vous avez choisi. Ensuite, culturellement, il faut que rentre dans l'idée collective qu'il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire qu'on peut choisir une filière et après évoluer. Et il faut qu'il y ait des passerelles. Et donc, il faut qu'on casse cette idée culturelle dans la société française que quand on a choisi à 14 ans ou à 15 ans, c'est pour la vie. Il n'y a rien de plus terrible. La société n'est plus faite pour ce monde-là. Et le changement ne doit pas simplement être subi, il doit être choisi. Et donc ça, c'est à nous de jouer. Je vais donner la parole là-dessus aussi au ministre. C'est qu'il faut construire, et vous l'avez fait, des passerelles constantes entre le monde de la formation professionnelle, de l'académique, et qu'on puisse passer, quand on choisit un moment un CAP, vous allez peut-être découvrir dans notre formation que
la mécanique vous plaît, et hop, je vais peut-être aller récupérer un bac pro mécanique ou un BTS, et à ce moment-là que la gestion de chantier vous plaira, et vous allez changer, et votre vie professionnelle vous permettra des changements. Donc, il faut qu'on sorte de l'idée qu'on est dans une boîte à vie. Et enfin, je pense qu'il faut qu'on se sorte de l'idée que les métiers qui passent par l'alternance et l'apprentissage sont des sous-métiers. C'est faux. Et ça, je vais vous dire, ça passera aussi par ce qui est fait par la ministre et sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est qu'on va développer aussi l'alternance et l'apprentissage pour les filières universitaires et les filières d'excellence. On parle toujours de l'Allemagne, en disant l'Allemagne, ils sont très bons en apprentissage. C'est vrai. L'apprentissage marche formidablement, comme l'alternance dans notre pays. Mais on ne le développe pas assez parce que culturellement, ça n'est pas valorisé. Mais pourquoi? Parce qu'en Allemagne, le patron, il a fait apprenti. Et donc, les parents d'élèves, quand le gamin arrive à 14 ou 15 ans, qui dit « je veux faire apprentissage », il dit « c'est très bien, le patron, chez moi, il a fait apprentissage ». Mais regardez-nous, dans les entreprises, la plupart, ils ont fait école de commerce, ou école d'ingénieurs, ou grandes écoles, ou des filières universitaires. Ils ne font pas assez d'apprentissage. Donc, il faut que ces filières-là, on les développe, qu'il y ait aussi des cursus d'excellence pour montrer l'exemple. Voilà quelques mots pour dire qu'on doit gagner cette bataille culturelle. Ensuite, il y a une bataille organisationnelle qui est celle de l'orientation, et je donne quelques mots au ministre. Non, mais le président a tout dit. C'est vrai que la réforme organisationnelle qui aura lieu sera le reflet de cette réforme culturelle absolument nécessaire. Donc elle passe par la notion de passerelle, par ces continuums. On peut parler, par exemple, de cordée de la réussite de l'apprentissage dans le futur. On peut montrer que, en plus, la formation tout au long de la vie favorise ces passerelles. Cela fera évoluer l'image de l'apprentissage et, de façon générale, l'image de l'enseignement professionnel aussi. Donc c'est la grande clé. Et pour ça, il faut aussi une orientation en continuum. L'orientation, ça n'est jamais juste un rendez-vous avec une personne à un moment. L'orientation, c'est s'informer auprès de plusieurs personnes, auprès de plusieurs institutions. C'est la possibilité de faire des essais, des erreurs, de faire des stages. C'est la vie, tout simplement. Et donc l'orientation doit être quelque chose qui se travaille évidemment dès le collège, qui s'approfondit au moment du lycée. Il y aura des réformes en la matière très prochainement. Dès cette année, il y aura de premières évolutions. Et puis, structurellement, nous allons évidemment tirer toutes les conséquences de la révolution numérique, parce qu'elle permet là aussi bien des choses en matière d'orientation, et faire en sorte que ce soit un travail d'équipe dans les collèges et les lycées, parce que les professeurs, avec les conseillers d'orientation, avec le monde économique et social autour de l'établissement, peuvent jouer un rôle très important pour aider à l'orientation. Et donc c'est ce qui va se passer. Ça accompagnera cette révolution culturelle. Nous sommes tous acteurs de cette révolution culturelle et de cette révolution organisationnelle dans les discours que nous tenons autour de nous, et aussi évidemment dans les changements concrets que nous allons opérer et qui vont commencer dans les prochains mois. Président, vous pourriez partager quelques convictions sur le sujet et plus largement. Oui. Moi, je me sens bien dans ce débat. Et je me sens bien ici. Le président de la République évoquait tout à l'heure les initiatives que nous avons prises et qui montrent que la formation, c'est non seulement un élément d'insertion, mais c'est un élément d'attractivité. Assez incroyable, d'ailleurs. Assez incroyable. On l'a fait sur la maintenance aéronautique. Et je l'ai dit au ministre et du Travail et de l'Éducation, on a racheté un centre de formation à la maintenance de l'État, du ministère de la Défense, qui fermait. Il avait 900 stagiaires, on en a maintenant 43 000. Et il forme même les mécaniciens qataris, ce qui aide un peu à l'export d'un certain nombre de produits. On le fait sur le cuir entre la Dordogne et la Haute-Vienne et la Charente-Limousine. 100 emplois de plus par an, Hermès, d'autres, etc. À partir d'un coup de fil que m'a passé, je vais, si le président le veut bien, les présidents le veulent bien, essayer de partir du terrain et de mon expérience, qui est peut-être un peu trop longue maintenant, mais il n'y a pas toujours de mauvais résultats. Je reçois un coup de fil un jour du patron de Repetto, belle chaussure.
qui me dit « Je suis obligé de délocaliser mon entreprise de 150 emplois, je crois que c'est à Saint-Médard-d'Exideuil, parce que je ne peux plus recruter. Mon problème, c'est de recruter. Comment je fais? On a ouvert le lycée à l'entreprise, on a installé une machine, fait revenir un salarié, et on a formé des chômeurs. L'entreprise reste sur place. Et aujourd'hui, on a développé un pôle cuir luxe qui s'étend aux agriculteurs pour élever leurs animaux, permettant d'avoir des cuirs de qualité. Hermès, que j'ai vu l'autre jour, est en train de créer plusieurs centaines d'emplois en région. Et donc, moi, je pars de l'hypothèse que la formation est un élément de redynamisation territoriale, d'aménagement du territoire, autant que de développement des performances et de l'excellence. Je ne change pas un mot à ce qui a été dit tout à l'heure sur les formations d'excellence, l'alternance. Bon. Mais on ne part pas de rien. Et le problème n'est pas que mécanique. Ce que le président de la République a dit, je le répète depuis des années. Mais comme il l'a dit aussi, le problème est dans la tête. Le problème est culturel. Culturel dans l'éducation. Qu'est-ce qui se passe au collège? Culturel chez les familles, dont la plupart ne peuvent plus accompagner leurs enfants pour leur donner une passion. Le président parlait de passion tout à l'heure. Moi, j'ai la même passion dans les yeux des gamins qui apprennent à démonter ou réparer un avion, ou à faire des cartables en cuir extraordinaires. Mais aujourd'hui, il faut que ça s'étende sur toute une région. Il faut que ça s'étende au métier de l'agroalimentaire. Il faut que ça s'étende au métier dans une entreprise qui embouteille ces excellents foie gras ou vins du Sud-Ouest. Si je peux amener un peu d'humour dans le débat, parce que je trouve qu'on est vachement sérieux depuis tout à l'heure. Hein? Aujourd'hui, on ne trouve pas de jeunes, et on en forme, qui réparent ces machines à embouteiller. On ne trouve pas de jeunes. On ne trouve pas de jeunes de la même manière charpentiers. Et dans des endroits qui ont le plus de difficultés. Donc il faut qu'on se repose cette question. Et moi, je suis prêt, avec mes collègues, avec les équipes, à participer à cette réflexion-là. On va régler un certain nombre de métiers, on le voit bien ici au niveau du BTP. Mais il faut, à mon avis, qu'on engage une action dans plusieurs domaines. Et je crois que le problème culturel est le plus essentiel. Un, comment on réussit à avoir un discours et des entreprises et des pouvoirs publics sur un point essentiel, c'est que la première richesse ou source de compétitivité d'une entreprise, c'est sa richesse humaine, c'est sa ressource humaine. On a passé des années, 20 ans, 30 ans, à ne voir que le problème financier. Mes charges, mais le problème de toutes les entreprises, et c'est des milliers que je rencontre, c'est comment je recrute. Et quand je vais, je le disais au président de la République tout à l'heure à Concilium, qu'on y va avec la sous-préfète, qu'on y va avec Pôle emploi, cette entreprise a tout essayé. 400 heures, Monsieur le Président, 400 heures. Mais ça ne marche pas. On n'arrive pas à recruter dans cet endroit-là, dans cette entreprise. Et elle a formé, Pôle emploi a formé. Donc on va essayer de prendre le problème autrement, parce que c'est un problème essentiel d'aménagement du territoire aussi. Le logement, l'accessibilité, comment j'accompagne l'entreprise, comment l'entreprise elle-même, et là je veux saluer le BTP, et notamment les TP, comment l'entreprise elle-même enrichit ses tâches, se lance dans la notion d'usine du futur et revalorise peut-être ses rémunérations. Ce qu'a fait le BTP au moment où la crise du BTP a existé et qu'il fallait attirer des jeunes. Donc la négociation, elle est très partenariale. Il n'y a pas simplement quelle formation j'ouvre ici ou là. C'est comment je me remobilise pour développer ces métiers. Comment je fais pour dire que Constellium fabrique la partie métallique des boosters d'Ariane? Comment je fais pour expliquer que soudeur, ça s'apprend d'abord d'une manière virtuelle et que c'est un boulot bien payé? Sûrement sur le plan pédagogique,
en faisant en sorte que les jeunes parlent aux jeunes. Je suis en train de mettre en place, je le disais tout à l'heure, 1 minute de film en début de tous les films qui passent dans tous les cinémas de la région pour que les jeunes expliquent aux jeunes que le métier est bien. Parce qu'on a essayé 1000 choses avec toute la bonne volonté du monde. Donc, le deuxième point est organisationnel, le ministre de l'Éducation l'évoquait. Dans le domaine de la formation et de l'emploi, et le président Macron sait quel est mon sentiment, il faut qu'on trouve un pilote sur le territoire. Ce pilote, ça ne peut qu'être la région. Elle s'occupe des PME, celles qui recrutent, celles qui créent de l'emploi, et la formation. Et en même temps, on est dans les lycées, on est dans l'enseignement supérieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a 4 pilotes. Il y a une dispersion sur le plan de la formation, vous l'évoquiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, mais le même problème existe sur le plan des services publics de l'emploi. Dans l'ex-région Aquitaine, 174 organismes sans pilote. Alors, on copréside des choses avec les préfets, mais il faut qu'il n'y ait qu'un pilote, qu'un responsable. Et je confirme ce que j'ai toujours dit au président Macron depuis très longtemps, on est volontaire pour être ce pilote. Peut-être pas toutes les régions, mais qu'au moins ici, en Nouvelle-Aquitaine, il y en a un qui assume. Et je suis prêt à assumer. Merci beaucoup. Alors, on m'a demandé d'être le modérateur, mais je crois que je ne suis pas très très bon. Alors, on a une autre question à ma gauche, et après, on vient vers vous à droite. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Vous avez le micro ? Merci. C'est bon. Alors, quand j'ai commencé à me renseigner sur mon orientation, le lycée n'a pas su me répondre. Je voulais avoir un métier après mes études. Et du coup, je voulais savoir comment on pourrait être mieux renseigné par rapport aux besoins des entreprises. Oui. 2 choses. Première chose, on voit quand une branche comme les travaux publics fait un énorme boulot de revalorisation, de vision aussi de la transformation des métiers. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est la branche qui a commencé il y a une quinzaine d'années. Mais maintenant, on a entendu beaucoup avec le président, on a écouté beaucoup des jeunes. Il y en a pas mal, c'est le bouche à oreille. Vous n'êtes pas tous de famille où il y a quelqu'un dans le travaux publics. Donc il y a un rôle aussi qui est les jeunes parlent aux jeunes, comme l'a évoqué le président Rousset. Mais ceci dit, pour aider les familles et les jeunes à y voir clair, ce qu'on va mettre en place, c'est que pour toutes les filières d'apprentissage, et après on va faire pareil pour toute la formation continue où il y a du financement public, c'est qu'on rendra public et visible partout sur Internet les débouchés. Et je pense que les familles vont voir qu'à Égletons, 90% ont un contrat à durée indéterminée après, et que 80% des apprentis en France ont un contrat à durée indéterminée après. Je pense que ça va contribuer au changement culturel. Et puis, on verra du coup pour chaque formation, la formation qui est près de chez moi ou qui est loin de chez moi, en internat ou pas, dans telle filière, elle a tel débouché, qu'en pensent ceux qui sont passés par là. Je pense que ça va aider aussi chacun à pouvoir trouver l'information, pas attendre qu'elle arrive toute seule, mais au pouvoir, finalement, pouvoir discerner par lui-même ou par elle-même ce qui est bon pour lui ou elle. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose ? Alors donc, il y avait une question à droite. Je ne sais pas si le micro est par là. Ah, bon, non, si, on va, parce que ça fait un moment qu'il essaie de poser sa question et c'est compliqué. Oui. Bonjour, Caroline Pikozinski, Fédération Bâtiment TP CFTC, une fédération de salariés du bâtiment et des travaux publics. Monsieur le Président de la République, tout d'abord, merci pour votre intervention et pour votre ambition de vouloir réformer cette formation qui a été réformée en 1971, en 1991, en 2004, en 2014. Et aucune de ces réformes n'a permis à nous, branches du BTP, de permettre de développer efficacement l'alternance de l'apprentissage dans le BTP. Un exemple pratico-pratique, Monsieur le Président de la République. Je suis un jeune, j'ai 20 ans. Je conclus un contrat d'apprentissage auprès d'une entreprise. Je vais avoir 50% de rémunération. Je suis le même jeune. Je vais conclure un contrat de professionnalisation avec une entreprise. J'ai aussi 20 ans. Je vais avoir 70% de rémunération. Dans des formations initiales ou continues, vous allez avoir des jeunes qui vont suivre la même formation, qui vont suivre une formation pour obtenir le même diplôme, qui ne vont pas avoir la même rémunération. Monsieur le Président, sans vous vexer,
Aujourd'hui, il faut savoir qu'un jeune en contrat d'apprentissage, il va être de Lorraine, par exemple. Il va bénéficier de 5 € par jour. Un exemple, ce n'est pas les bons chiffres. En indemnité de trajet de transport. Je vais être d'Aquitaine, je vais avoir 10 €. Mais ce jeune-là, il va avoir la même formation dans le même lieu. C'est ça le problème. Le paritarisme au sein de la formation, c'est important. Encore faut-il le cadrer. Il faut que les modalités de rémunération de l'alternance, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, je suis un jeune, j'ai le même âge, la même formation, j'ai droit à la même rémunération. Pour nous, c'est ça l'excellence. Et pour nous, partenaires sociaux du BTP, qu'on voit par exemple les partenaires sociaux du BTP grâce au fonds mutualisé du BTP, ils ont donné quoi? 18 millions. Et Fondation Plus, c'est une fondation du BTP également paritaire. Donc les fonds paritaires servent également pour développer les écoles des travaux publics et du bâtiment. Sont essentiels. Les partenaires sociaux du BTP sont plus à même à développer la formation initiale et continue, à condition que la loi la cadre et qu'il y ait une équité de traitement. Et pour nous, ça c'est super important. Et pour l'excellence, Monsieur le Président de la République, si je peux me permettre, il y a la formation tout au long de la vie qui n'est pas à mélanger avec les formations obligatoires et les formations liées à la sécurité qui sont essentielles pour que les entreprises puissent développer la sécurité. Merci de votre attention. Merci à vous. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, je voudrais qu'on sépare peut-être plusieurs sujets. On voit bien qu'il y a d'un côté le sujet formation professionnelle, formation continue, et il y a en effet la formation dans l'entreprise pour s'adapter aux mutations, et puis il y a les droits qu'on acquiert et qui doivent être nettement supérieurs pour faire face aux grands changements. Et puis il y a, ce sur quoi vous êtes plus porté, l'apprentissage et l'alternance. Et donc, reprenant votre question, je veux juste dire dans quel esprit nous allons avancer sur ce terrain. Premièrement, on doit simplifier. On doit simplifier les circuits de financement. Ils sont trop nombreux, ils se cannibalisent. Et ils sont compliqués. On doit simplifier les contrats, parce qu'il y a de la concurrence entre les types de contrats avec des inégalités de remboursement. Et on voit bien que là-dessus, quel que soit le rôle des régions en particulier, dans la formation continue professionnelle, telle que l'a évoqué très justement le Président, mais on a besoin d'une équité sur tout le territoire, sur quelques éléments. Vous l'avez justement rappelé. Mais l'acteur qui est insuffisamment présent dans l'apprentissage, ce sont les branches. Et donc, celui dans la réforme qu'on doit remettre au niveau de l'apprentissage, c'est la branche professionnelle. C'est la branche parce que c'est celle qui permettra d'avoir une vraie définition des besoins et donc de participer beaucoup plus clairement à la maquette pédagogique en lien avec l'éducation nationale. Et c'est la branche qui permettra aussi de dire quels sont les critères nécessaires en termes d'organisation. Là, on a un exemple qui ne permet pas de voir toutes les difficultés parce qu'il a été piloté par la branche. C'est là où c'est un modèle, le ATP, les FIAP et plus largement le site d'Égletons. Mais on a besoin d'aller dans cette direction et ça fait partie des changements qu'on doit en effet conduire dans le cadre de la réforme en cours. Et il y a ensuite un continent de simplification à avoir parce que quel que soit le secteur, on sait bien que la situation entre 16 et 18 ans n'est pas la même qu'au-delà de 18 ans, qu'il y a des contraintes d'organisation, de temps de travail qui sont très compliquées. Je n'ignore rien des chantiers et des espèces de situations ubuesques où le jeune attend à côté du camion que tout le monde est fini parce que lui, il est aux 35 heures strictes et qu'il n'a pas le droit de continuer là où les autres continuent et qu'il n'a pas le permis. Bon, donc ça, on connaît par cœur. On connaît dans la boucherie, dans la boulangerie. Enfin, chaque secteur a ses spécificités qui sont ridicules. Après, on a créé des systèmes d'allègement qui valent les uns jusqu'à 18 ans, les autres jusqu'à 25 ans. On a mis des couperets partout. Donc les fameux effets de seuil que les ordonnances travail permettent justement de régler, il y en a plein dans le système de la formation, de l'alternance et de l'apprentissage. Beaucoup trop. On va simplifier tout ça, on va le simplifier juste pour l'intérêt général. C'est-à-dire pour que ça serve aux jeunes et à celles et ceux qui se développent, et comme le rappelait le Président, qui ont des offres d'emploi qui ne sont pas aujourd'hui pourvues. Ça va être ça la philosophie de la réforme pour reprendre votre point. Merci beaucoup. Il y avait des questions sur la gauche, là.
Bonjour Monsieur le Président. Je suis en terminale travaux publics à l'EATP. Les travaux publics sont pour moi une passion, mais je ne suis pas sûr de vouloir rester sur le terrain tout le long de ma carrière. Je voulais savoir quelles formations sont disponibles afin d'évoluer, de rester dans le secteur des travaux publics. Alors, je vais moi vous dire ma conviction. Je donnerai la parole à la ministre et peut-être au Président, parce que le mieux placé pour répondre à cette question, c'est sans doute mon voisin de droite. D'abord, je pense qu'il faut, ce que je vous disais, pas vous dire que quand vous êtes en train d'achever une formation, elle vous fige à vie. Posez-vous la question, si vous voulez enchaîner sur un BTS, sur un IUT, etc., vous pouvez décider d'aller un peu plus loin dans votre cursus et de continuer à vous spécialiser. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous allez apprendre dans votre vie professionnelle. Et la vie professionnelle, elle est faite d'apprentissage constant. Et il faut se dire qu'à un certain moment de la vie, vous allez pouvoir aussi évoluer dans la filière des travaux publics. Et c'est ce que permet d'ailleurs ce site, en proposant des formations complémentaires tout au long de la vie qui vous permettront d'évoluer. Et si vous commencez dans une fonction, de passer ensuite à la gestion de projet, d'aller ensuite vers d'autres secteurs, d'avoir une variété et aussi de vous adapter aux mutations du secteur. Parce qu'on était tout à l'heure sur des simulateurs avec certains d'entre vous. Il y a 10 ans, ça n'existait pas dans cet établissement. Mais plus largement, le secteur des travaux publics comme celui du bâtiment, il fait face à des mutations technologiques complètes. Votre métier se numérise. Le BIM dans le bâtiment, mais tout ce qui est aussi la mutation profonde du numérique dans les travaux publics, la gestion de ces projets. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est aussi ne jamais cesser d'apprendre, de vous requalifier, de voir les opportunités qui sont les vôtres. Et c'est pour ça que, également, à la fois, la branche a un rôle important, parce que si vous voulez rester dans les travaux publics, c'est elle qui permettra de vous aider en cela. La région a un rôle important, parce que si vous voulez rester dans votre région, elle pourra vous dire aussi toutes les opportunités et les métiers en développement, parce qu'à un moment donné, vous en aurez peut-être assez des travaux publics, où il y aura peut-être dans votre secteur une crise, ce que je ne souhaite pas, et ce que nous faisons par ailleurs, normalement, nous donne de la visibilité sur le long terme. Et j'en suis pour ma part convaincu, mais non, mais nul n'est prophète. Il faut toujours, je vais dire, beaucoup de gens ont pensé très longtemps qu'il était impossible d'avoir une crise dans le ferroviaire, dans notre pays, qu'il fallait mettre, et on en a une. Bon, donc là-dessus, l'intelligence collective, c'est simplement de se dire à ce moment-là vers quel autre secteur on se réoriente. Et ensuite, le rôle de l'État, c'est de vous apporter et d'évaluer les formations qui vous permettront ces réorientations. Président, est-ce que vous voulez peut-être apporter? Oui, d'abord, vous vous posez une très mauvaise question. Comment peut-on avoir envie de sortir des travaux publics? Mais c'est impossible. Non, plus sérieusement, je crois que le président a dit l'essentiel des choses. Mais vous avez la chance d'être dans une profession, mais c'est vrai aussi pour le bâtiment, où on peut progresser à longueur de vie, où on a tous les outils aujourd'hui pour apprendre, pour rester sur le chantier, pour aller en bureau d'études, pour travailler à côté de chez vous ou travailler à 10 000 km. Vous pouvez travailler dans une petite boîte, dans une PME, dans un grand groupe. C'est vraiment, vous aurez franchement toute l'attitude de progresser. Nous avons tous les outils. Je le disais tout à l'heure, c'est un métier de passion. Et je crois que quand vous allez commencer à travailler, tous les gens qui vont vous entourer sont des gens passionnés. Et si vous n'avez pas encore tout à fait cette passion, mais je pense que vous l'avez déjà un peu, sinon vous ne seriez pas là, vous verrez qu'on vous la transmettra. En tous les cas, formez-vous, bossez, parce que c'est essentiel, et vous allez voir, vous allez vous éclater dans ce métier des travaux publics. Ouais, je voulais juste vous rassurer, ainsi que tous les jeunes ici, il n'y a pas de risque que vous vous ennuyiez dans votre carrière professionnelle. Il n'y aura pas de métiers qui vont être les mêmes pendant 40 ans. Vous allez changer de métier, les métiers vont se changer, ça va être une aventure permanente. Donc avec la formation et la qualification continue, vous aurez des vies professionnelles beaucoup plus diverses et beaucoup plus passionnantes, du coup, que parfois les générations précédentes qui n'avaient pas tellement le choix et qui, quelquefois, faisaient 20 ans, 30 ans, 40 ans le même métier. Si c'est une passion, c'est bien, sinon c'est lourd. Et puis je voulais vous encourager surtout, vous avez fait un choix par passion, et beaucoup des jeunes qu'on a entendus ont fait un choix par passion. Continuer, c'est le meilleur aiguillon du choix. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde peut réussir un travail, pour réussir correctement dans un travail qu'il n'aime pas, en travaillant beaucoup. Mais on peut exceller que quand on a la passion et le travail. Et ici, je crois que c'est une école de passion et de travail. Donc continuez à faire vos choix comme ça.
Vous verrez, comme l'a dit le président, les choix sont beaucoup plus ouverts. Ils ne vont pas arrêter de s'ouvrir. Et donc, continuez comme ça. On a vu beaucoup de jeunes là très déterminés. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Continuez comme ça. C'est comme ça que vous allez à la fois réussir professionnellement et puis vous éclater. Et ça vaut la peine. Merci. Emmanuel, tu voulais rajouter Oui, d'abord vous dire, je vous embauche, venez. Et puis, la meilleure chose, c'est de prendre ma place bientôt. C'est ça, les travaux publics. C'est-à-dire que si vous prenez l'histoire de tous vos parrains, et j'ai trouvé formidable l'histoire des différents parrains, que vous avez regardé leur parcours. Ils ont tous démarré comme vous. Et ils étaient tous patrons de la boîte qui, aujourd'hui, est affichée sur les murs de votre école. Donc, c'est formidable. Donc, venez chez moi, puis prenez ma place. Voilà. Un challenge. C'est vous dire, Monsieur le Président, bienvenue chez vous, d'abord, parce qu'on est super content de vous avoir là. Et on est très honorés et on est fan de votre binôme, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, on est fan. Donc, vous êtes toujours les bienvenus. Alors, on est dans la plus belle école de France, d'Europe, du monde. En tout cas, on adore. Et on aime surtout tous ces jeunes qui sont dans le fond. Mais malheureusement, Monsieur le Président de Région, ça ne résout pas notre problème. J'ai une entreprise qui a 10 388 personnes hier. J'ai regardé le chiffre exact. On était 7 000 au tout début de nos difficultés économiques, ce qui prouve que même pendant cette période-là, on a embauché. Aujourd'hui, j'ai fait un calcul simple. Nous avons besoin, dans les 5 prochaines années, de créer 50 emplois nets par mois. Vous avez une école formidable, mais ça ne va pas être suffisant. Et donc, on a besoin de ces autres filières. On embauche des jeunes, on embauche aussi des moins jeunes. On est très orienté maintenant vers l'embauche des adultes. On a eu des expériences TP avec Pôle emploi formidables, parce qu'il ne faut pas tout jeter. Il y a vraiment des choses qu'on est capable de faire. Moi, dans mon groupe NGE, on a été obligé de créer notre école de formation. Croyez-vous, Monsieur le Ministre, qu'on avait envie de se substituer à vous? Que nenni, pas du tout. Reprenez le job. On a été obligé d'avoir cette école de formation. Elle nous sort des gens formidables. On les recrute pratiquement tous, ou même on s'est fait piquer par nos petits camarades d'en face. Mais on est très heureux que ça marche. Et sincèrement, aujourd'hui, on a un vrai souci. Alors, on attend le plan de relance. Ça ne veut pas dire qu'on a trop de travail. N'interprétez pas mes propos. Mais on veut continuer à former, on veut continuer à être l'excellence. Et puis, juste pour répondre à madame, parce que quand même, c'était un gros travail des TP, ce n'est pas la fondation BTP qui a fait tout ça, c'est la fondation Ambition TP qui a fait ça toute seule. Les simulateurs, on a fait ça tout seul et on en est super fiers. Alors, j'ai rien contre le bâtiment, mais quand même, à un moment, je veux remettre l'église au milieu du village. Donc, c'est quand même chez nous qu'on a fait tout ça. Mais simplement vous dire, voilà, je suis entrepreneur. Mesdemoiselles, d'ailleurs, je suis ravie de voir, j'ai cherché un, mais j'ai vu des têtes de filles, donc super, continuez, vous êtes les bienvenus. Mais sincèrement, il y a du travail, c'est formidable. Vous avez bien fait de ne pas écouter votre conseiller d'orientation. Lâchez pas, c'est un métier merveilleux, c'est la passion, vous êtes là, ça le prouve. Et vous êtes toujours les bienvenus et venez tous les ans, on adore. Merci Emmanuel. Alors on a une question derrière. Il y a Jean Serruti qui essayait tout à l'heure de poser des questions. Il avait un peu de mal. Puis derrière également. Non, alors une dernière question là, Jean. Non. Oui. Bon, alors je parle. Bonjour. Je voulais apporter un témoignage en tant que négociateur social des travaux publics. Un témoignage sur une action qu'on a menée avec les organisations syndicales salariées. Vous avez rencontré quelques-uns des négociateurs. Ça portait la transition écologique et ses impacts en matière d'emploi. On a donc négocié et signé une déclaration commune soulignant que les investissements dans les infrastructures liées à la transition écologique pouvaient conduire notre pays à un cercle vertueux en matière d'activité et en matière d'emploi. Et pour faire face à ce défi, on a décidé ensemble d'adapter notre offre de formation de la profession. Donc je suis évidemment preneur de tout ce que vous pourrez faire pour améliorer encore le contact avec les branches professionnelles sous toutes les formes possibles pour pouvoir adapter le contenu des formations. Merci Jean de ce témoignage. Une question derrière peut-être ? Bonjour Monsieur le Président. Je suis en BTS Travaux publics après avoir obtenu un bac pro TP. Je bénéficie d'une bourse de la FNTP depuis 3 ans qui m'aide à financer ma formation. Je voulais savoir si l'État, le gouvernement aiderait davantage les jeunes
qui n'ont pas toujours les facilités, à pouvoir se former dans des écoles comme le ATP, les FIATP ou le CFC, quoi. De façon générale, on doit avoir, aussi bien dans l'enseignement scolaire que dans l'enseignement supérieur, donc quand on est en BTS, ça relève de l'enseignement supérieur, une politique dynamique de bourse. Je sais que dans votre domaine, et vous venez de le dire d'ailleurs, il y a des bourses d'excellence donc, qui viennent de la fédération ou qui peuvent venir du secteur professionnel. En ce qui concerne l'enseignement scolaire, on va évidemment être dynamique en matière de bourse, et notamment mêler les enjeux de mérite et d'excellence avec évidemment les enjeux de besoins sociaux des élèves. Et en croisant cela, on va rénover, aller plus loin en matière de bourse dans les temps à venir, donc pour le niveau CAP, Bac Pro. Je ne veux pas trop répondre pour l'enseignement supérieur puisque ça relève de la ministre de l'Enseignement supérieur, mais je pense que c'est la même logique qui sera à l'œuvre, c'est-à-dire dynamiser les bourses en fonction des besoins sociaux, mais aussi du mérite, de l'excellence et du projet professionnel. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Donc, je n'ai pas été si mauvais que ça, finalement, comme modérateur. Alors, pour conclure, évidemment, je vais passer la parole au président de la République. Et je voudrais juste qu'on ait quand même une pensée à quelqu'un qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui était le prédécesseur de Pierre Massy, qui est Jean-Yves Guillard, qui a fait un boulot faramineux ces dernières années. C'est grâce à lui qu'on a tous ces travaux ici. Et je crois qu'on peut l'applaudir. Merci pour lui. Et donc, Monsieur le Président de la République, je vous laisse le mot de la fin. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d'abord vous dire que nous croyons dans cette école, ce projet Égletons, parce que l'État l'a accompagné avec, en effet, les différents acteurs, les fédérations. Je ne veux pas revenir sur les précisions que vous avez vous-même apportées, mais c'est une contribution, on le voit, collective. Mais l'État a apporté... Donc sur le projet, là, avec le plan d'investissement d'avenir, presque 11 millions d'euros. Et nous allons continuer à réinvestir sur le site et l'ensemble du projet dans le cadre du contrat de plan, 14 millions d'euros. Donc si on ne croyait pas au développement du site, du projet, des TP et de l'excellence d'Égletons, on n'investirait pas 25 millions d'euros sur l'ensemble de ce projet, aussi bien cette année que dans les années à venir. Ça, c'est le premier point. Je voulais insister là-dessus. C'est un engagement fort à vos côtés et nous le poursuivrons. La deuxième, parce que vous n'avez pas posé la question avec beaucoup de délicatesse, donc je ne voudrais pas qu'elle soit éludée. Donc je vais moi-même le clarifier. Il y aura de l'activité dans les travaux publics parce que nous avons entamé un exercice exigeant. Mais ce que je vous fais n'est pas une promesse de Gascon ou quelque chose pour vous faire plaisir. Pardon, Président. Mais on a entamé un exercice sous l'autorité de la ministre des Transports, qui est un exercice, je crois, vraiment inédit, que vous demandiez, et qui faisait partie des engagements de campagne que j'avais pris devant la FNTP, dans lequel Philippe Duron, que je salue, joue un rôle éminent, puisqu'il aura à reprendre le fil de ses travaux passés, mais qui va être un exercice, allez, je vais utiliser un terme un peu suranné, de planification collective. Ça fait trop longtemps que dans les travaux publics, on fait des grandes promesses. Alors on les fait parfois en fin de mandat. Dans ces cas-là, c'est quelque chose de faramineux qu'on ne fait jamais, mais ça fait plaisir à tout le monde. Et en début de mandat, on fait des études très documentées. Le rapport Mobilité 21, fait par des parlementaires extrêmement pertinents. Mais on ne met pas les financements en face. Bilan des courses, qu'est-ce qui se passe? Quand un président de la République se déplace, eh bien, les élus, à juste titre, viennent avec la liste de tous les projets arrêtés ou naguère promis, mais en face desquels il n'y a pas de financement. Oui, mais je vais vous dire, il y en a partout. Il y a en France, on va partager la contrainte, 10 milliards de projets non financés. Dans tous ceux qui sont signés. Je ne vous parle pas des promesses faites il y a 7-8 ans. Des projets signés sur notre territoire, il y a 10 milliards d'impasses. Bon, donc, je ne veux pas m'installer dans le mensonge. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit on partage la contrainte. Qu'est-ce qu'on s'est financé sur les 5 ans à venir, sur les 10 ans à venir? Qu'est-ce qui est prioritaire en termes de besoins? Et avec un principe simple qui est de dire aujourd'hui notre pays, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup d'engagements nouveaux, de grandes structures, de grands projets. Il y a une priorité des priorités qui est d'abord de réfléchir sur les nouvelles formes de mobilité, la multimodalité, l'intermodalité,
Et il y a à régénérer beaucoup des équipements, on en parlait tout à l'heure en parlant des ponts. Il y a un besoin d'investissement et donc de travaux colossal sur parfois des structures déjà existantes, mais qui sont à améliorer. Ce qui est une façon de réfléchir qu'on n'avait pas jusqu'alors. Quand on voulait faire des TP, on faisait, toujours dans l'esprit de conquête, des nouvelles lignes, des nouveaux grands projets, des choses nouvelles. Il y en a certaines qui sont nécessaires, mais il y a aussi énormément de choses à faire en termes de, justement, régénération de l'existant. C'est pourquoi on a lancé ces assises de la mobilité, avec un goût certain pour l'oxymore, le calembour, mais c'est ce qui sera ainsi piloté, avec l'idée donc d'avoir un comité qui suivra cela dans la durée où vous serez éminemment représentés, mais ce qui permettra de mettre tous les acteurs autour de la table, toutes les collectivités territoriales, parce que moi je ne mésestime pas la pression qu'il y a sur les élus, sur le terrain, sur la région, les départements, les communes, les intercommunalités, les sénateurs ou les députés, tout le monde a cette pression, on le sait bien, collective qui est normale, mais tout le monde sera autour de la table. Mais il y aura un travail d'analyse partagé et on va donc planifier pour les années à venir les travaux, le budget donc de la FIT et les modalités de financement. Parce qu'à la fin, on est les champions, nous, de la finance magique. On fait toujours des choses en plus, mais personne ne paye. Ni l'usager, ni le contribuable. Donc il faut, dès le début, dire, voilà, là ce sera l'usager qui paye, là ce sera le contribuable sur tel et tel projet. Donc on va faire cet exercice à la fois de pédagogie, de contraintes partagées et de responsabilités partagées. Mais moi je veux que sur les 10 années qui viennent, on se donne une visibilité complète. Alors il y a des projets qui prendront du retard. Moi je ne souhaite pas qu'on abandonne les choses, parce que je pense que ce n'est pas bon pour la dynamique d'un territoire. Mais je pense qu'il y a des projets, on va devoir dire, on ne va pas pouvoir vous les faire dans les 2 ans, ce n'est pas vrai. Mais on mettra peut-être 5 ans, 6 ans. Il y en a d'autres, on dira c'est très prioritaire, on les fera dans les 18 mois. Et donc c'est cet exercice qui jusqu'à la fin de l'année sera conduit avec le rôle actif de Philippe Duron, mais avec vous qui serez très présents aussi. Et tout ça pour vous dire que dès le début d'année prochaine, on ira ensuite sur une loi de programmation et il y aura un comité de suivi qui pourra ainsi faire les réunions de chantier et les points d'étape pour qu'on suive tout cela. Je voulais en tout cas vous le dire avant de partir. Et donc ce qu'on a fait aujourd'hui plus largement, ensemble, c'est de lancer, vous l'avez compris, une nouvelle étape de la transformation du pays, celle de l'apprentissage, de la formation continue, de la formation professionnelle, celle qui, en quelque sorte, va nous permettre de donner à chacune et chacun la possibilité de choisir sa vie, de choisir sa passion, de changer de vie à un certain moment donné, de répondre aux besoins des territoires et des entreprises face aux changements subis ou choisis, mais qui est la vraie protection du XXIe siècle, la vraie, celle qui met en capacité. Et donc ce pari, je vous le dis, toutes et tous qui est là, on doit le gagner, parce que c'est vital pour le pays, mais on ne le gagnera qu'ensemble. Alors maintenant, je compte sur vous.